Merci. Alors Daniel Vogien, on n'a pas abordé aussi l'autre point de vue qui est celui des États. La France a mis en œuvre récemment une stratégie humanitaire. Comment, par exemple, cette stratégie humanitaire prend-elle en compte la pertinence de ces principes humanitaires? Bon, c'est une stratégie humanitaire de la République française, donc qui est une appropriation nationale, hein, c'est une action qui est pluriannuelle, qui a été élaborée bien sûr en liaison avec la société civile, les ONG, toutes les administrations, donc elle a été formalisée en 2012 et en fait elle décline un certain nombre de cadres d'action qui seront mis en œuvre jusqu'en 2017. Et c'est une stratégie qui sera réévaluée à mi-parcours en 2014 ou 2015, je crois. L'idée, c'est que la France défend un certain nombre de principes dans toutes les enceintes internationales, notamment aux Nations Unies, et au premier chef les principes humanitaires. Donc c'est un cadre d'action en fait qui reprend aussi l'idée qui a été développée dans le cadre de l'Union européenne, et le traité de l'Union européenne d'ailleurs dans un de ses articles dispose bien que les actions d'aide humanitaire sont menées conformément au principe du droit international et au principe d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination. Une sémantique un peu différente mais qui renvoie effectivement également au principe d'impartialité. Je voulais également rebondir sur la discussion que nous avons sur justement l'accord du principe de réalité, qui est aussi un principe finalement, donc la logique de réalité et l'application même des principes de l'action humanitaire. Quand on dit effectivement l'humanitaire c'est choisir souvent par défaut, parce qu'en fonction de ses moyens, en fonction de l'accès que l'on a sur le terrain et en fonction de l'information, des connaissances que l'on a d'une situation ou d'une autre. Actuellement, dans le monde, il y a plusieurs dizaines, je crois 60 ou 70 situations humanitaires graves à des échelles diverses, mais il est évident que dans l'agenda médiatique, il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment documentés et sur lesquels il y a un discours et un travail de liaison, d'action, de mobilisation, de ressources et d'appui aussi bien aux agences des Nations Unies, au CICR et aux ONG. Donc déjà, il y a un choix. Pourquoi? Parce que les États, quels qu'ils soient, la France mais aussi tous les autres, doivent faire un choix à raison de leurs possibilités matérielles, financières, à raison également d'une articulation entre l'action humanitaire et aussi des priorités diplomatiques et politiques. Il y a des pays avec lesquels nous sommes plus liés qu'avec d'autres, et donc où la France est davantage attendue qu'ailleurs. Donc il peut y avoir aussi un travail peut-être de répartition des rôles entre le Mali, entre... Ce sont les sympathies politiques, ça peut plus de humanitaire, ça n'est pas moins important que l'OTAN, ça a tout son intérêt, mais pourquoi appelez-vous ça humanitaire? Alors, parce que ça dépend d'une stratégie. Un micro, voilà. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'on fait au Mali, sur la politique générale, je n'ai pas compétence pour le faire. Ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où ça dépend à juste titre, enfin moi en tant que citoyen français, j'attends que mon gouvernement représente mon pays et ses intérêts dans le monde. Mais en tant qu'humanitaire, j'attends que ce soit les intérêts des victimes qui soient représentés. Il y a un choc frontal entre les deux. Donc pourquoi n'appelez-vous pas votre l'aide de la France, et pourquoi persistez-vous ou vous entêtez-vous à l'appeler l'aide humanitaire? Alors ça n'y a pas de nulle part non plus, parce que quand on définit notre agenda même en termes de priorité, des ressources qui sont allouées en appui aux ONG et plus encore en termes de volume aux Nations Unies, que ce soit au Bureau de coordination des affaires humanitaires donc à New York, au commissaire aux réfugiés, au programme alimentaire mondial, ça tient compte aussi, je dirais, des besoins qui sont évalués par ces agences mêmes, par ces programmes mêmes, donc qui ont mandat. Et ce sont les États qui leur ont donné mandat de dresser une évaluation régulière des besoins, de documenter avec des chiffres, avec des preuves qu'il y a un appel nécessaire de ressources pour répondre à une crise donnée. Et il va de soi que les États, dont la France, s'insèrent dans ce cadre-là et répondent aussi aux besoins qui sont documentés par les acteurs humanitaires institutionnels. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. C'est pas parce que la France décide simplement d'intervenir dans tel ou tel pays. Je crois qu'il y a quand même un contexte qui est concourant
pour de nombreux États qui finalement interviennent au même endroit avec une priorité finalement similaire. Donc au total, on est quand même dans un cadre qui se tient. Je dirais, c'est pas quelque chose qui vient, ce n'est pas du tout à raison de caprice ou de choix qui viennent de nulle part. On est vraiment, je dirais, dans un contexte qui est cohérent, y compris dans le cadre de l'action humanitaire définie par les agences des Nations Unies et même par le CICR. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment en cohérence. Ce qu'il y a, c'est que sur la question de l'impartialité, si on ne connaît pas toutes les données d'un problème, on parle des conflits asymétriques, on parle des conflits qui font interagir beaucoup de paramètres très très divers et qui rendent très très difficile la lisibilité, on peut très bien avoir l'intention d'impartialité, mais constater a posteriori, en post-crise par exemple, qu'au total l'impartialité n'a pas été respectée dans les faits, puisqu'on ne savait pas tout, ou qu'on n'a pas eu accès à tout le monde, donc, ou que les besoins étaient mal définis, ou qu'il y a eu une erreur. Donc on peut très bien imaginer, et ce n'est pas du tout imaginer, c'est qu'on peut constater a posteriori que l'impartialité n'a pas été satisfaite de facto. Ce qui n'empêche pas effectivement de tout mettre en œuvre pour la satisfaire ex ante, mais encore une fois à raison des moyens, de l'accès, des connaissances que nous avons. Donc c'est vraiment, je dirais, et ce que vous avez dit sur la hiérarchie des besoins est fondamental, puisque quand on parle d'une action en termes de droits de l'homme, donc là on est sur des notions qui sont agréées comme étant, je dirais, sans hiérarchie. Les droits fondamentaux de l'homme sont tous égaux, interdépendants, corrélés. Ça a été réaffirmé à Vienne en 1993. C'est quelque chose qui ne fait pas de discussion. Encore que, il y a un débat, il y a un relativisme, mais en tout cas, c'est agréé et la France, en tout cas, le considère tel. Donc les droits de l'homme sont interdépendants et n'ont pas de hiérarchie entre eux. En revanche, les besoins ont une hiérarchie. Il va de soi que le besoin de manger, le besoin d'avoir un toit est peut-être plus immédiat, plus pressant pour une personne que le besoin d'accéder à l'enseignement supérieur, par exemple. Donc, qui est aussi un besoin, mais qui n'est pas aussi immédiat que manger ou boire, donc, ou être soigné. Donc, il y a une hiérarchie des besoins. Et cette hiérarchie des besoins, en fait, impose justement une hiérarchie des choix. Donc, il y a des priorités qui sont définies dans l'action humanitaire, pas seulement par les États, mais aussi par les acteurs humanitaires eux-mêmes, vous l'avez dit. Donc je crois qu'on est vraiment sur... et je reconnais que c'est frustrant, puisqu'on ne peut pas aller partout, on ne peut pas tout faire, et il y a forcément des populations qu'on oublie. Alors justement, après ce qui... Oui, une question peut-être, Daniel Lago. Oui, on va vous apporter un micro. Daniel Lago. Merci. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et qui appellent beaucoup de questions. Je vais essayer d'en poser 2 ou 3 de manière brève. Alors d'abord, le cas de la Syrie, en quoi est-il fondamentalement différent du cas, par exemple, de l'Afghanistan, puisque vous avez apparemment séparé les deux. En ce qui concerne toujours la Syrie, une autre question qui s'adresse à vous, Madame Françoise Boucher-Saunier. Je comprends tout à fait le principe que vous avez dit, c'est qu'il faut intervenir, y compris, et c'est ce que vous faites dans les zones contrôlées par les insurgés. Alors cela dit, sur le plan politique, je ne me prononce pas, mais cela dit, vous avez parlé à propos de ces zones contrôlées, de zones libérées. Et en parlant de cette manière-là, vous prenez quand même un parti politique qui va à l'encontre de l'impartialité. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que vous pouvez préciser? Et puis j'ai proposé, bon... Il y a aussi le statut des combattants, donc des groupes armés non étatiques. Ça existe quand même dans le droit international humanitaire. Il y a un statut qui est reconnu, avec, il est vrai, certains problèmes. Donc peut-être, monsieur Kerban-Tessière, vous pourriez nous dire, les prisonniers de guerre du côté des combattants non étatiques bénéficient de certains droits, mais restent soumis aux lois du pays, etc. C'est une question sur laquelle le CICR avait dit qu'il allait réfléchir je crois que c'était en 2010 ou je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus? Et puis, en ce qui concerne le représentant du gouvernement français, il y a une chose qui m'avait, moi, beaucoup intrigué à propos de la Syrie, c'est que le président français, donc M. Hollande, avait dit qu'il déclarait à une certaine époque qu'il faisait une action humanitaire en construisant des hôpitaux à la frontière syrienne. Il disait à la fois que c'était une opération humanitaire et en même temps que c'était des hôpitaux destinés à recevoir les blessés de l'opposition syrienne armée de manière qu'ils puissent retourner combattre. Alors est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre les deux? Et en plus, toujours à vous, monsieur le représentant donc, du gouvernement français, qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, en Libye, il y a eu une complicité quand même assez forte des forces armées françaises,
il y a eu certains crimes directs mais limités de l'armée française, mais il y a eu surtout une complicité dans les crimes qui ont été commis par les insurgés. Par exemple, à Sirte, qu'est-ce que vous avez fait dans ces circonstances? Excusez-moi, ça fait beaucoup de questions. Mais... On va essayer de répondre brièvement et rapidement à vos interrogations. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout d'ailleurs. Françoise Boucher-Saulnier. Oui, un point. Là où je dis qu'il y a une différence entre l'Afghanistan et la Syrie, c'est que le gouvernement syrien interdit à MSF d'être présent du côté gouvernemental. Dans d'autres contextes, dans la plupart des autres contextes, on arrive à être des deux côtés. Voilà. Et ce n'est pas un crime d'être et de soigner les gens, y compris les combattants, qui se trouvent dans des zones qui ne sont plus sous le contrôle du gouvernement. Qu'est-ce qu'il donne comme raison, s'il vous plaît? Ah ben, c'est un refus. Voilà, c'est un refus sans raison. Enfin, c'est un refus absolu Merci. Au don de la souveraineté, justement. Hein. La souveraineté, c'est que tout, et on revient à des histoires qui ressemblent un peu au Biafra, c'est que tout doit passer d'abord par Damas et ensuite gagner, puisque c'est une définition presque de l'action humanitaire qui serait celle du service social. Le service social est fourni par l'État, au nom de l'État, au crédit de l'État. Donc passer sans l'accord de l'État, c'est finalement affaiblir l'autorité de l'État, ce qu'on peut effectivement concevoir en droit international public. Il y a un problème, le droit international humanitaire fait passer la souveraineté à un autre niveau. Donc voilà. Après, la question de la qualification des zones libérées, zones qui sont plus sous contrôle, zones qui... Voilà. C'est pas une violation du principe d'impartialité, en l'occurrence, ça pourrait éventuellement être de la neutralité, mais aucune terminologie n'est neutre dans ce type de situation. Donc on reprend celle des gens avec lesquels on travaille. Voilà, ça peut être aussi des dérapages. Aucune terminologie n'est neutre dans un conflit. Hein. Ça, c'est un principe de base. Je crois que vous ne devriez pas utiliser la terminologie zone libérée. Voilà. Ce n'est pas un jugement que je porte, je suis pas sûre mais c'est vous absolument en de tant l'avoir que employé, mais si vous le dites, j'assume. Hein. Voilà, donc c'est une erreur, mais en tout cas, ce n'est pas une violation du principe d'impartialité. Ça peut éventuellement être considéré comme violation du principe de neutralité, ça veut dire qu'on aurait choisi un camp. Maintenant, on peut revenir sur la définition de la neutralité. La neutralité, on a bien dit qu'il y avait des gros problèmes autour de la définition. Aujourd'hui, moi, je retiens un peu celle qu'a finalement retenu l'étude sur le droit international coutumier, humanitaire coutumier, qui dit que finalement, c'est donner un avantage militaire à l'une des parties au conflit. Voilà. À partir du moment où on donne un avantage militaire à l'une des parties au conflit, on n'est plus dans la neutralité, c'est notamment repris pour la mission médicale. Faire un dérapage terminologique, c'est bien participer à une polémique, on va dire, publique autour d'enjeux politiques, mais je ne pense pas que j'ai violé la neutralité de façon trop grave ce soir. Mais merci, je ferai plus attention la prochaine fois. Pascal Dodin, il y avait une question aussi pour vous sur le... Oui, je ne suis pas juriste, donc je parlerai sous le contrôle de mes collègues, mais en l'occurrence, si en Syrie on considère que c'est un conflit armé non international, ben, les prisonniers de l'opposition ou de la rébellion sont protégés par l'article 3 commun. À la différence de prisonniers de guerre, ils peuvent être jugés pour le fait d'avoir pris les armes. Voilà, ici le protocole 2... Est-ce qu'il y a eu un progrès là-dessus depuis 2010 où vous avez posé la question? Vous, CICR, avez posé cette question des prisonniers de guerre de groupes armés non étatiques. Il y a eu un progrès ou pas? Je ferai une réponse de Normand. On y travaille. Je ne suis pas complètement au fait des travaux sur ces questions-là parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais je sais que le travail continue avec un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre précisément Non, en fait, aux deux interrogations. sur les opérations sur le terrain, je ne suis pas à la manœuvre, donc j'aurais beaucoup de mal à vous répondre avec précision sur ce qui a été fait et pourquoi, dans quelles circonstances. Néanmoins, bon, sur peut-être juste un mot peut-être sur le groupe médical en Jordanie, donc au camp de Zaatari, qui effectivement, je crois, a suscité beaucoup de discussions de la part des acteurs humanitaires. Sur justement cette logique d'impartialité, de neutralité. En réalité, je ne crois pas que ce soit un bon procès parce qu'on est vraiment sur une logique aussi de réactivité pour pouvoir répondre à des besoins alors même qu'il y avait un accès effectivement qui était plus aisé qu'ailleurs pour justement soigner des personnes réfugiées de Syrie, notamment dans la première phase de la crise. Et d'ailleurs, je crois, et je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on a beaucoup de difficultés actuellement pour trouver une solution de remplacement à ce groupe médical aujourd'hui, ce qui serait a posteriori peut-être une preuve qu'il avait un intérêt à être installé. Mais je ne connais pas le détail.